Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Laurent, je suis en tout début de deuxième année de thèse sur la numérisation 3D du patrimoine. Donc, je vais m'asseoir, je vais me porter. Aujourd'hui, je vais vous parler de la numérisation du patrimoine par stéréophotométrie. Je suis actuellement en thèse en interdisciplinaire entre le laboratoire d'informatique de Toulouse, l'IRIT, et le laboratoire d'archéologie TRACE. Et cette thèse est financée par l'Université fédérale de Toulouse et par la région Occitanie. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est donc une méthode de numérisation pour des applications directement sur le terrain et adaptée à différents types d'objets archéologiques. Voilà, que ce soit de la paroi ou des petits objets. Là, je vais commencer par faire un tour d'horizon un peu des méthodes qu'on a sur le terrain. Donc, on a un des outils principaux, ce qui est la photogrammétrie, donc la combinaison du SFM et du MVS. Vous alignez d'abord vos photos et après, vous faites une densification. Donc, c'est une technique très utilisée qui permet des approches multiscalaires. On peut aller de l'environnement à un bâtiment, à un objet dans le bâtiment. Voilà, et on peut faire des acquisitions à différentes échelles. On a une précision qui est assez haute avec une résolution qui dépend en fait de la taille du capteur, mais aussi du temps de calcul. Voilà, on peut, avec plusieurs milliers de photos, faire un bâtiment et ça nous prendra peut-être plusieurs heures, voire jours de calcul derrière. La technique, c'est une technique de reconstruction géométrique. Vous avez différentes photos dans l'espace et par triangulation, vous allez pouvoir replacer vos photos, mais également reconstruire les cartes de profondeur. Et vous obtenez à la fin, généralement ce qu'on cherche à obtenir, c'est un maillage texturé. Donc, une surface sur laquelle on va appliquer les photos avec une texture plutôt photoréaliste. Donc, photoréaliste parce que ça conserve l'éclairage au moment de l'acquisition. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, sur une photogrammétrie pour la statue menhir de la Dame de Saint-Cernin. Et où, avec les panneaux LED, on essaye d'homogénéiser la lumière afin d'avoir une texture qui est homogène. Aussi, une limite de la photogrammétrie, c'est les objets peu ou non texturés. Voilà, si c'est peu texturé, vous pouvez faire l'alignement de votre photo. Si c'est non texturé, vous pouvez quasiment plus rien faire. Une autre technique très utilisée sur le terrain, c'est donc la lasergrammétrie. Donc, une technique de numérisation où vous avez un appareil qui fait une mesure à partir de lui-même et qui va scanner son environnement autour de lui. Vous avez une haute précision, généralement qui est autour de 1 mm à 4 mm, environ à 10 mètres. Ça, c'est la précision de mesure, mais vous avez aussi à prendre en compte l'épaisseur du rayon. Parce que cette précision, vous avez du mal à descendre en dessous, généralement, du millimètre. Même si vous êtes à proximité, vous avez la taille du rayon qui limite votre précision. Un autre élément, c'est la résolution, donc l'espacement entre vos informations. Donc là, je vous ai mis un exemple pour la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec un scanner qui a été réalisé en 2016. Et une fois qu'on est sur des parois éloignées, par exemple ici à plus de 6 mètres des passerelles, on a une information avec un point environ tous les 2 mm. Donc, si on cherche une information très fine, on la perd. Une autre technique très utilisée, voilà, qui est assez efficace sur les petites surfaces, c'est tout ce qui est les scanners à main, les scanners optiques, soit à lumière pulsée ou avec
un motif qui est projeté et on a la déformation. Donc là, c'est le même exemple sur la Dame de Saint-Cernin. Et là, vous avez généralement la précision et la résolution qui est donnée par le fournisseur du matériel. Bon, nonobstant la calibration généralement de votre scanner avant l'acquisition. Et on arrive sur des hautes précisions autour de 50 microns. Donc, l'exactitude de positionnement, par contre, on est sur une résolution avec un point d'information tous les 0,1 mm. J'insiste sur ces détails-là parce que nous, on va essayer de chercher des détails qui sont plus fins. Le mode de fonctionnement, c'est des cartes de profondeur qui sont acquises au fur et à mesure par l'appareil. Et vous pouvez choisir de les aligner soit par le volume et ou la couleur. Donc, sur des objets très plats, très peu texturés, ça ne marche pas. Et ce qu'on cherche à obtenir, bien sûr, c'est un maillage colorisé. Généralement, il y a une petite caméra qui est ajoutée. Maintenant, on dit texturé parce qu'on peut faire des photos et les aligner avec le modèle sur les solutions comme chez Artec. Une dernière technique qui n'est pas une technique en soi de 3D, donc c'est plutôt de photographie computationnelle. Je récupère un petit peu les informations glanées dans les différents ateliers. Et c'est un principe qui est très friand des archéologues ou des gens dans les musées, c'est de faire ressortir le relief à partir de lumière rasante. On a souvent eu le cas de dire on a fait un modèle 3D avec une méthode et le conservateur de musée qui arrive et qui dit mais moi je le vois la gravure et pourquoi je ne l'ai pas sur le modèle 3D. Donc ça c'est une méthode, donc la réflectance transformation imaging qui date voilà, du tournant des années 2000 et qui avec un dôme de lumière en fait on va simuler toutes les possibilités d'éclairage, en tout cas un maximum. Et le logiciel va nous permettre d'interpoler entre les différentes positions de caméra. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir un rendu en temps direct très rapide, surtout pour la réflectance et la réflexion des parois. Mais on n'obtient pas un modèle 3D et la carte normale est interpolée en fonction des positions des éclairages. Donc, à partir de ces différents types d'acquisitions qu'on a sur le terrain, nous avons proposé de continuer et d'aller vers la stéréophotométrie. Donc, on reste sur une technique de mesure de la lumière afin d'obtenir un volume. Pour lever l'ambiguïté qu'il y a avec la RTI, on propose de se baser sur le modèle lambertien. Donc, c'est une première... c'est un choix qui a ses implications, mais qui permet de dire que le niveau de gris d'une image, donc la couleur, c'est le résultat de l'albédo fois l'ombrage. Avec une seule photographie, ce n'est pas possible de lever l'ambiguïté, de savoir la connaissance du relief. Par contre, à partir de 3 images, on a la possibilité d'avoir une information de la normale de la surface. Donc, de savoir un point vers où il regarde. Et une fois qu'on a la carte de normale, il est possible de faire une intégration des normales afin de créer un volume en 2D et demi à partir d'une photo. Donc là, c'est les 2 étapes qui sont donc rappelées ici. Donc, c'est à partir vraiment des 3 photos qu'on a en entrée à gauche. On obtient l'information du relief, donc, qui est la carte des normales. Et on a aussi l'albédo, donc on va dire la couleur intrinsèque de la surface. Et après intégration, on peut là récupérer le buste. Donc, comment se passe l'acquisition? C'est assez similaire aux acquisitions de RTI. Donc, on a vu que les calculs étaient différents. On a besoin de moins de photos. On n'a pas l'obligation de simuler tous les éclairages. Donc, l'appareil photo est fixe en mode entièrement manuel. Vous avez, pour l'instant, on a une sphère qui détecte la source de lumière. Et on va faire à peu près entre 10 et 20 éclairages.
voilà, pour chaque objet. Et on n'est pas obligé de faire le dôme complet. Voilà, ce qui est un gain de temps et ce qui aussi permet dans des lieux avec des difficultés d'accès d'avoir des résultats. Donc, un premier résultat pour la grotte Chauvet. Donc, on est sur les mammouths raclés. Donc, c'est une paroi calcaire avec des pots d'argile. Et les personnes du Paléolithique sont venues dessiner des mammouths donc avec des tracés digités. Donc, c'est une paroi qui est assez plane, très peu texturée. Donc là, on a une vingtaine de photographies. Vous voyez sur l'exemple à gauche qu'il y a la petite sphère qui détecte. Et on a fait un petit focus sur une zone où on a les tracés digités. Au milieu, vous avez donc le résultat, donc la décomposition de la carte des normales et de la couleur intrinsèque sans l'ombrage. Et à droite, une visualisation du modèle 3D obtenu, donc qui est plutôt en 2D et demi. Voilà, et là, on voit bien toute la chronologie des tracés. Là, rapidement, on a les tracés verticaux, puis les tracés obliques. On voit, là, l'acquisition a été effectuée à 2 mètres de distance, à peu près. Et notre information, l'argile ne permet pas de conserver les tracés digités. Donc, on n'aura pas la marque de l'artiste avec les empreintes digitales. Un autre exemple où là, on est plus sur l'intérêt de la méthode pour avoir la couleur intrinsèque de la surface. On est toujours dans la grotte Chauvet, c'est le panneau des chevaux. Donc, vous avez les chevaux qui sont faits au charbon. Et en fait, pour accentuer, pour souligner le dessin, ils ont fait énormément d'incisions avec des silex. Et donc là, c'est là où j'insistais sur les résolutions. Là, on est plutôt de l'ordre de 30 microns sur les incisions, sur les plus fines. Voilà, donc d'où l'intérêt de dépasser la limitation des autres méthodes. Donc en haut, vous avez 3 images parmi le lot d'une quinzaine en entrée. En bas à gauche, vous avez la couleur intrinsèque, vous avez la carte des normales et le modèle 3D où on voit bien les incisions au silex. Une autre limitation que là, on est en train d'essayer de régler et qui va facilement se régler, c'est notamment pour les noirs. On fait de la mesure de la lumière à partir en faisant bouger la lumière et en ayant des ombres. Et donc, une des limites, c'est les zones très, très noires. Mais comme il n'y a pas de noir absolu à l'état naturel, on a bon espoir avec, en faisant du bracketing, de pouvoir lever cette ambiguïté. Est-ce qu'on a vraiment un volume une épaisseur de charbon ou est-ce que c'est une erreur de mesure? Et, un autre essai, là c'était plutôt sur de la macro. On est sur une tablette zodiacale qui est conservée au Musée national d'archéologie. Et là, on voulait voir un petit peu la définition qu'on pouvait atteindre avec un appareil photo qu'on peut trouver sur le marché. C'est un Nikon 7.7 et là, on est au 35 mm, on est à peu près à 40 cm de hauteur et on a un pixel théorique central autour de 20 microns. Et là, l'intérêt pour cette tablette, au-delà de l'aspect historique et de la restauration, nous, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on pouvait voir les gravures et aussi les rayures qui étaient à la surface. Vous avez les deux petits personnages qui sont au milieu. Et en fait, il y a des rayures qui sont visibles. En photogrammétrie, on arrive à avoir la gravure, mais la rayure, on ne la voit que sur la texture, on ne l'a pas en volume. Et avec la stéréophotométrie, vous voyez les rayures qui sont visibles sur le modèle 3D. Donc un troisième cas d'étude, c'est sur la Dame de Saint-Cernin, donc là, c'est une menhir néolithique. Là, c'est un collègue qui est en train de le présenter actuellement en Allemagne et je profite de récupérer un peu les résultats. C'est que je vous ai dit que la stéréophotométrie, pour l'instant, elle était monovue.
et on a une vue perspective en 2D qu'on n'avait pas la métrique, un peu comme le RTI. Et là, on a fait la combinaison entre une acquisition stéréophotométrique et on l'a aligné dans un ensemble de photos avec le SFM. Et en fait, on va récupérer les points du SFM pour les intégrer dans le calcul de stéréophotométrie. Une fois qu'on fait l'intégration des normales, ça leur permet d'avoir des points de passage dans la reconstruction 3D. Et ça nous ajoute la métrique sur le modèle en résultat. Donc là, ce que vous avez à l'image, c'est pour montrer un peu le gain de résolution qu'on peut avoir. Tout en haut, c'est 3 images issues du MVS, mais pour une photo. Donc, c'est la densification pour une image avec le MVS. La deuxième ligne, c'est le résultat du maillage, donc avec l'ensemble des photos qui servent pour faire la photogrammétrie. Et la ligne du bas, c'est le résultat de la stéréophotométrie associée avec le SFM. Voilà. Et donc, l'une des prochaines étapes, ça sera pour nous de quantifier justement, comme maintenant on a des volumes métriques, de quantifier les écarts entre les modèles. Bien sûr, tous ces résultats, donc ça s'inscrit dans la science ouverte. Tout est intégré dans la librairie d'Alice Vision et dans l'interface du logiciel Meshroom. Donc, je vous ai mis le petit logo et un visuel donc, de la prochaine release du logiciel. Donc vous voyez là l'exemple sur le panneau des chevaux. Donc, vous avez une fenêtre de visualisation où vous faites un glisser-déposer de vos photos. Donc, vous avez la liste. Vous avez l'espace de visualisation 2D. Pour l'instant, la détection de sphères, elle est manuelle, mais après, on a développé une intelligence artificielle qui va nous permettre de détecter l'emplacement de la sphère. Vous pouvez voir le résultat 3D. Donc là, on est encore en train de régler l'intégration directement dans Meshroom, mais on a les modèles 3D. Et le fonctionnement particulier de Meshroom, donc avec son système nodal, où vous avez chaque étape qui est décrite et où vous pouvez, par exemple, modifier, faire différents types de parcours de la donnée si vous souhaitez. Sachant que Meshroom fait déjà la photogrammétrie, fait aussi les panoramas HDR. Et donc là, dans la prochaine release, qui ne devrait pas tarder, j'espère, on pourra faire donc la stéréophotométrie. Et donc, ça sera accessible à tous. Donc, en conclusion, on a vu que la stéréophotométrie donc, était adaptée aux besoins, mais également aux pratiques déjà en cours en archéologie. Ça nous donne un modèle 3D, donc on a le relief, mais aussi la couleur intrinsèque de la surface. Et que la seule limitation, c'est la taille du pixel de votre capteur quand vous prenez la photo. Chaque pixel aura une information de profondeur. Donc nous, pour les prochaines étapes là qu'on a en cours, c'est estimer donc l'éclairage sans l'utilisation de sphères. Donc on voit que dans certains cas, c'est un peu critique de positionner une sphère. On va aussi transformer les données acquises par exemple par un tome RTI pour avoir un résultat en stéréophotométrie, parce qu'on a le positionnement des LED dans le dôme, mais aussi on peut aussi calibrer l'éclairage de la LED. Et ce qui nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus précis et de se passer et de pouvoir passer à l'étape suivante qui est étendre au multivue. On fait une acquisition, on déplace le dôme, on fait une nouvelle acquisition, un peu comme ce qui avait été fait avec le bloc de l'Alcazar, sauf que là, on aura le modèle 3D à partir des données stéréophotométriques. Comme on obtient une carte de profondeur pour un point de vue donné,
un des objectifs là sur un projet qui est en cours de dépôt, c'est de coupler ça avec la photogrammétrie, essayer de changer un petit peu les pratiques pour les milieux où on peut maîtriser la lumière, donc en intérieur, en grotte ou dans des musées. Vous faites une photogrammétrie générale, par exemple, d'un environnement, vous avez une stèle ou une gravure qui vous intéresse, vous faites une acquisition stéréophotométrique et celle-ci peut être intégrée dans le modèle 3D général obtenu par photogrammétrie. Et ça va être le même qu'on essaie d'obtenir pour la lasergrammétrie. D'un point de vue des perspectives avec le consortium 3D, hein, donc on est Meshroom tend à s'inscrire dans l'écosystème du consortium. Et donc, un des bémols de Meshroom, pour l'instant, c'est le géoréférencement, qui est très avancé dans Micmac. Et là, il y a certainement des passerelles à faire entre les deux logiciels. Meshroom a une interface qui a été développée sur plusieurs projets européens depuis plusieurs années, quasiment une dizaine d'années. Et Micmac a une expérience de près de 15 ans sur le géoréférencement. Un autre point, donc comme on a une structure nodale et qu'on a un résultat en fin, ça serait de pouvoir intégrer le module AltTag dans l'interface de Meshroom, parce qu'on a tout le processus de création, on connaît toutes les étapes et on peut récupérer automatiquement le résultat. Une autre perspective, c'est de pouvoir mettre Meshroom sur des calculs sur serveur afin de pouvoir mutualiser, par exemple, le calcul de photogrammétrie et comme c'est open source, il n'y a pas de licence à payer en Russie, par exemple. Une autre perspective, ça serait de rendre compatibles les résultats issus de la photogrammétrie, par exemple avec une annotation sur Aioli. On a l'objet 3D, on a les vues. En plus, on a la possibilité de faire du rééclairage ou de la visualisation sur un point de vue et pour améliorer les annotations. Donc, tout ça, c'est un peu voilà, des petites graines à semer pour essayer d'intégrer Meshroom dans l'écosystème déjà existant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine release du logiciel. Merci beaucoup. On va prendre le temps d'une question. Je vais peut-être commencer par une, parce que il y en a une qui me trotte dans la tête. C'est dès qu'on parle de... Un peu mal aux jambes ce matin. Dès qu'on parle de stéréophotogrammétrie, moi j'ai une question qui se pose, c'est sur une estimation de... Alors, c'est la seule façon d'estimer les normales. C'est-à-dire que les normales qu'on a par toutes les autres techniques, ce n'est pas des normales qui sont mesurées à des points, c'est des normales qui sont estimées en fonction du voisinage. Donc, si on veut estimer les normales, on n'a pas le choix de passer par là. Mais le second, c'est quelle précision on peut essayer de donner sur l'estimation des normales, sachant que la stéréophotogrammétrie est souvent basée sur beaucoup d'hypothèses de réflectance et sur le fait qu'on ignore les interréflexions aussi, et qui peut introduire pas mal de biais dans l'estimation. Oui, là, donc je n'ai pas caché justement qu'on faisait des estimations, qu'on faisait des choix. Donc déjà, on part sur un matériau lambertien, donc avec, on va dire, qui s'approche d'un matériau mat avec très peu de réflexion et où la luminance est diffuse après sous tous les angles de vision de l'objet. Donc, il y a cette première limite, il y en a d'autres, mais c'est surtout là, maintenant qu'on a intégré avec le SFM, c'est la prochaine étape, justement, c'est de quantifier la distance à une vérité terrain. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi comparer comme vérité terrain. Est-ce qu'on se prend une table ou un matériau plat pour voir la distance je ne sais pas si tu as des, si tu as des idées. Je suis preneur pour justement pour essayer de quantifier la distance à la réalité terrain. Il y a des articles qui avaient essayé justement d'enlever la partie interréflexion dans la prise de vue, la façon dont on éclaire, etc., pour pouvoir limiter les interréflexions, les enlever pour pouvoir
C'est des articles vieux de 2006 dont je me souviens, des gens qui sont pionniers de la computationnelle photographie. Et moi, c'était toujours une question dans les essais que j'ai faits, etc., que je me suis posé. Donc, je n'ai pas de réponse parce que mesurer une normale, c'est quelque chose qui est compliqué intrinsèquement. Donc, pour avoir une vérité, à part faire simuler, faire des choses, etc., je ne vois pas comment on peut faire. D'autres questions? Merci. Merci pour cette présentation. Juste pour être bien sûr, on parlait de carte de profondeur. Du coup, les cartes de profondeur, c'est plus 2D,5, enfin, pas 3D, c'est le relief. Là, il y en a des multiples cartes de profondeur quelque part pour arriver à avoir le résultat 3D. Enfin, c'est une combinaison ou est-ce qu'on est quand même encore limité sur des objets concaves, enfin, avec des occlusions? Comment on s'en sort en fait? Là, sur la stéréophotométrie mono-vue, donc c'est une seule pose, c'est une monopose mais multivue. En fait, on prend plusieurs photos du même objet mais du même point de vue. C'est à chaque fois l'éclairage qui change. Donc, on a une seule carte de profondeur qui est générée. Mais c'est une carte de profondeur perspective et en 2D et demi. D'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un peu comme la RTI où ça se prête bien pour les objets très plats. Ouais. Mais dès qu'on arrive sur des objets complexes, c'est là où on doit passer à l'étape du multivue. On a déjà fait un premier saut avec l'intégration des données du SFM pour corriger justement cette 2D,5. C'est-à-dire qu'on est à 2,75. Voilà, on essaye de tendre vers ça. Et là, on a le passage sur le multivue. On a chaque pixel qui compte par stéréophotométrie, enfin par acquisition. Et comme pour le MVS, en fait, on va perdre en résolution une fois qu'on va combiner d'avoir plusieurs vues. Et c'est là où on est en train de réfléchir justement sur comment essayer de garder le maximum la résolution entre les différentes acquisitions. Ouais, c'est le problème de la fusion des cartes de profondeur quelque part. Oui. Et là, je pense qu'on va commencer tout bêtement par on a des photos, on a des emplacements, on a des cartes de profondeur et on va connecter directement dans Mushroom sur la création du maillage. On verra bien ce qui se passe. Moi, je pense qu'on aura une perte de résolution, mais on va essayer de. Peut-être que la solution, c'est d'avoir un maillage de plus basse qualité et de passer d'un point de vue à un autre pour aller voir dans le détail, quitte à dessiner sur une photo et à projeter sur le maillage et à le reprojeter sur d'autres. Je m'appuie sur les discussions qu'on a pu avoir hier sur les annotations. Merci. Autre question? Une dernière question. On a 20 minutes de retard sur la ligne. C'est pas grave, il y aura moins de café. Mais après, il y a notre collègue de Top 3D qui attend aussi par la présentation. Okay. Ouais, merci. Ce sera assez rapide. C'était juste par rapport à la discussion qu'il y avait sur pouvoir mesurer un écart, donc une erreur par rapport à une réalité de profondeur. Je ne sais pas si c'est des choses qui se font, mais d'avoir des plaques étalons avec des choses qui sont des plaques qui seraient par exemple usinées, où on connaît assez avec une précision de machine qu'on connaît et qui sont par exemple avec différents matériaux, avec des réflectances différentes. Éventuellement même des peintures, on pourrait connaître, avoir quelque chose de créer un système un peu d'étalonnage qui permettrait de connaître la précision et l'erreur du procédé en fonction de différents paramètres qui seraient ceux de la création des plaques étalons, quoi. C'est une idée qu'on avait en tête, justement, parce qu'une des applications, ça pourrait être d'avoir un dôme dans des usines pour contrôler, faire la certification de qualité des pièces. Donc, comparer la pièce usinée par rapport à la CAO. Donc là, je pense que ça va être une des pistes justement pour calculer les écarts. Parce que si on utilise une des autres méthodes qui peuvent aussi avoir leurs limitations sur l'acquisition, autant partir sur on va dire une base saine de mesure. Merci.